Toutes et à tous, bienvenue à cette semaine de la transformation digitale RH. Et pour démarrer cette semaine, je reçois Sylvain Le Tourny ce matin pour un sujet autour de l'automatisation des data RH. Bonjour Sylvain. Bonjour Christophe, ravi d'être avec vous ce matin pour cette belle session. Je te laisse te représenter rapidement. Oui. Donc Sylvain Le Tourny, je suis directeur de la stratégie pour les solutions ressources humaines chez Oracle. Et maintenant depuis une vingtaine d'années dans le domaine des systèmes d'information pour les ressources humaines. Donc à ce titre-là, je travaille avec notre communauté de clients autour de leur transfo digital RH. Et je travaille aussi au développement de notre écosystème de partenaires intégrés à notre solution Oracle. Voilà, puis pour donner peut-être juste un ou deux chiffres, Oracle, c'est 3400 clients sur la partie solutions ressources humaines partout dans le monde. Et ça représente un petit peu plus de 45 millions d'utilisateurs. Voilà, avec un périmètre de gestion RH qui va de la gestion administrative, le recrutement, la gestion de la performance, les talents, la révision salariale, et puis de plus en plus de fonctionnalités autour du bien-être. Ça marche. Alors, on va caler la présentation. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire où on va discuter, surtout avec Sylvain, de tendances, d'évolution, d'intelligence artificielle, etc. Et puis, je vous ai mis en haut, là, un petit bouton que vous pouvez voir en haut. Il y aura une démonstration Oracle qui est prévue mercredi, qui vous permettra de voir plus dans le détail la partie applicative. Alors, on va démarrer. Sylvain, je te laisse introduire le sujet. Oui, écoute, quand je pense en fait à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et je pense au RH, je me dis aujourd'hui c'est le grand écart. C'est-à-dire que d'un côté, on sort d'une période où on a fait face à beaucoup d'exigences nouvelles, très spontanées, avec des attentes des collaborateurs qui étaient de continuer à accéder à un environnement de travail à distance, pouvoir aller sur site tout en étant protégé, pouvoir continuer à avoir une expérience, je dirais, de travail qui soit satisfaisante. En parallèle, des managers qui, eux, avaient besoin ils continuent d'avoir besoin de reporting qui soit personnalisé à leur équipe, qui soit instantané, qui leur permettent de prendre des décisions justes et au bon moment. Et de l'autre côté, des RH qui travaillent à effectifs limités, souvent avec des outils qui sont assez obsolètes, souvent une multitude d'outils différents, qui doivent synchroniser de plus en plus d'équipes différentes, parce que quand on parle aujourd'hui de retourner sur le lieu de travail, ça implique la sécurité, ça implique les moyens généraux, ça implique les équipes IT, ça implique les équipes de formation, parce que tout a changé, il faut former les collaborateurs à ce nouvel environnement. Et la question, c'est comment, dans ce contexte-là, faire face à toutes ces demandes, même si ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. On voit que les équipes RH souffrent de la charge de travail qui s'impose à elles. Et évidemment, ce qui nous tend les bras, c'est l'automatisation. Donc, le sujet dont je voulais vous parler ce matin, c'est les domaines dans lesquels on peut imaginer une forme d'automatisation pour subvenir à ces besoins, préserver une expérience utilisateur qui soit satisfaisante et puis continuer d'être évolutif. Et donc clairement, dans ce contexte-là, il y a trois sujets principaux qui plébiscitent en faveur de la mise en œuvre de quelque chose de plus automatisé. C'est de limiter l'appel à des processus manuels dont on connaît les faiblesses, les lenteurs de traitement. On le voit notamment, par exemple, dans le cas du reporting. On a des organisations qui ont besoin de 2 à 3 semaines pour pouvoir consolider les informations liées à leurs effectifs mondiaux. On connaît aussi le problème des erreurs manuelles et des surcoûts qu'elles engendrent. On fait appel à des équipes tierces,
des intérimaires, des personnes qui vont faire de la gestion manuelle, de la consolidation de fichiers Excel le plus souvent. Et puis, le dernier point, c'est le désintérêt qu'on peut avoir pour ce type de tâches. Clairement, quand on est dans ce type de fonction, ce qu'on a envie de faire, c'est de minimiser la manipulation de données et puis passer plus de temps sur l'analyse, sur la prise d'action. Et on va le voir tout à l'heure, c'est très lié en fait au niveau de maturité technologique dans l'organisation. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, il y a encore une grosse partie de la fonction RH qui est quasiment cantonnée à une majeure partie de son temps à faire de la saisie administrative. Oui, puis on voit même des équipes qui se font challenger par les équipes finance, qui souvent, elles sont assez équipées, et c'est rien de plus frustrant pour un DRH que de se retrouver dans un CODIR avec un directeur finance qui a plus d'informations à jour sur l'état des ressources humaines ou le coût de la masse salariale que le DRH lui-même. Donc, c'est important, je pense, de s'équiper d'une façon qui permette au DRH d'être en situation de répondre en instantané à ces sollicitations-là. Voilà, et donc, le premier point que j'ai trouvé intéressant, c'est un chiffre que j'ai trouvé dans le World Economic Forum sur la répartition des tâches entre les humains et les robots. En fait, sans qu'on s'en rende compte, on est déjà aujourd'hui dans un rapport de 70% de tâches réalisées par des humains, 30% réalisées par des robots. Et la deuxième stat qu'il donne, c'est qu'en 2022, on passera déjà à 60-40. Et il nous dit en fait même qu'en 2025, on aura principalement des tâches réalisées par des robots. Alors des robots, c'est pas que des robots mécaniques, ça peut être des robots tels que ceux dont on va parler aujourd'hui, qui processent des tâches, sont des sortes de macros intégrés, qui processent des tâches qui permettent d'accélérer certains processus sur la base d'événements ou de conjonction d'événements. Donc face à ce contexte-là, pour nous dans les RH, il y a deux types d'automatisation auxquelles on peut penser. L'une qui est la grande famille des RPA, donc des Robotic Process Automation, dans lesquelles on va plutôt traiter des tâches administratives, on va automatiser ou superviser des actions qui vont se déclencher sur la base d'un événement qui se vérifie dans les données des collaborateurs. Le deuxième type deuxième grande catégorie, c'est tout ce qu'on peut automatiser sur la base de l'IA et du machine learning directement au sein d'une application intégrée. Donc, ce matin, je vais surtout vous parler de cette partie-là. L'intérêt qu'on peut trouver dans cette partie-là, c'est qu'elle est directement intégrée nativement à l'application qui est éditée par Oracle. Et donc, ça évolue tous les 3 mois. Il y a une nouvelle version et donc il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont devenues augmentées, on va dire, ou plus intelligentes ou automatisées. Alors, le RPA, c'est quand même assez répandu. Aujourd'hui, c'est, on va dire, ce que tout RH devrait déjà avoir dans son entreprise. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'on gère aussi et on le gère avec des partenaires qui sont intégrés à notre solution, qui font partie de notre marketplace, qui sont des spécialistes de ce type de domaine. Ça, on va dire pour les RH, c'est le domaine le plus évident. Il y a un autre domaine un petit peu moins évident, mais qui intéresse aussi les SIRH, c'est l'utilisation du RPA pour faciliter les tests lors des montées de version des applications. Alors, dans le cloud, c'est très important parce que comme on évolue rapidement d'une version A à une version B, donc comme je le disais, une fois par trimestre, eh bien, automatiser une partie des tests pour s'assurer que tout fonctionne bien dans l'application, c'est une bonne façon d'avancer rapidement, de profiter de tout ce que le cloud a à offrir en termes d'évolutivité et d'innovation, sans perdre de qualité. Alors là, tu parles aussi d'intelligence artificielle, de machine learning. J'ai envie de demander aux participants si récemment ou si même avant la crise, ils avaient déjà anticipé ce type de besoin et mis en place des solutions. Vous pouvez nous répondre dans le chat, type solution, HR Desk. Est-ce que ce sont des outils que vous avez déjà mis en place dans votre entreprise? Ou pas? On va voir s'il y a des retours qui remontent. Non. Elodie me dit ou pas. Non. Oui, chez Veolia. Ok.
On est plutôt dans le non. Alors maintenant, deuxième question, est-ce que c'est un projet à venir? Alors la crise, on le sait, hein, a fait émerger de nouveaux besoins et puis a quand même pas mal accéléré la prise de décision en entreprise, hein, quant à la mise en place de nouveaux projets. Est-ce que c'est des projets à venir dans vos entreprises? Oui. Problème financier. Alors, problème financier, moi, je mettrais quand même un bémol parce qu'on est. Je ne vais pas dire que les solutions sont pas chères aujourd'hui, mais le marché a aussi évolué, Sylvain. On est plus sur. Ouais, je pense que ce qui est intéressant sur le sujet financier, c'est on a tendance en fait à comparer je dirais le prix d'une solution intégrée avec je sais pas, le module de gestion des entretiens annuels qu'on a mis en place actuellement et qui fonctionne tout seul. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on travaille et qu'on avance vers une solution intégrée du type de celle dont on parle aujourd'hui, bien souvent, il y a une multitude de systèmes qui vont être décommissionnés. Et donc, on va par exemple stopper l'outil de gestion d'entretien annuel, l'outil de formation va être remplacé, l'outil de révision salariale qui fonctionnait lui aussi à côté peut aussi être arrêté. Donc, il faut avoir une vision globale de ces coûts-là. Il ne faut pas oublier les coûts d'infrastructure qui sont souvent masqués, mais dans les solutions historiques, vous avez des coûts à l'IT qui sont non négligeables. Et je parle des solutions, des serveurs, je parle des bases de données, je parle aussi des effectifs qui sont côté IT, qui doivent maintenir des compétences pour faire tourner des solutions qui fonctionnent, qui représentent une part infime de leur temps, mais qui sont des compétences coûteuses à maintenir quand on les mobilise aussi peu. Donc, c'est aussi l'avantage d'une approche cloud, c'est de se substituer à tous ces coûts-là et de finalement, avec une seule dépense maîtrisée payée à l'année, de bénéficier de quelque chose qui est évolutif. Et je pense que le point de l'évolutivité n'est pas négligeable non plus, parce qu'on oublie aussi dans le coût de mise à jour des solutions historiques une fois tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc non seulement on a de l'obsolescence, mais en plus le jour où on veut faire la mise à jour, c'est relativement coûteux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le cloud. Ouais, dans le cloud, tu es plus sur des compétences d'AMOA que des compétences strictement techniques. Voilà, et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, ça a un impact aussi sur l'évolution des profils à l'IT, c'est-à-dire qu'on a plus des profils qui ont des compétences fonctionnelles d'accompagnement, de l'expression de besoin et de faire matcher cette expression de besoin avec la solution de l'éditeur, plutôt que des compétences, je dirais, purement techniques. Donc, c'est l'aspect coût aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit aussi, c'est qu'on a beaucoup de sociétés de taille intermédiaire. Quand je dis taille intermédiaire, ça commence à partir de 250 collaborateurs qui s'offrent des solutions totalement intégrées sur toute la partie RH. Donc, il y a une démocratisation de l'accès à ce type de technologie. Donc, c'est loin d'être hors de portée. C'est très récent qu'Oracle ait ouvert son business à une cible d'entreprise à un effectif plus modeste. Hein. Il y a encore 5 ans, ce n'était pas le cas. Hein. Alors, il y a encore 5 ans, je pense qu'effectivement, les entreprises de plus petite taille étaient un peu moins, je dirais, prêtes à franchir le pas. Aujourd'hui, je pense qu'on voit proportionnellement autant de sociétés de 250, 500, 1000, 1500 personnes qui franchissent le pas que de grands comptes. Les grands comptes sont aussi beaucoup plus outillés aujourd'hui, il faut le dire. Ouais. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut le montrer en live d'ailleurs. Le premier domaine en fait d'usage de l'IA le plus spontané, pour moi, ça serait l'assistant digital. Je vais le montrer peut-être en direct. Il y a une question de Sylvain qui demande s'il est facile d'automatiser dans le cadre d'un conglomérat qui regroupe une vingtaine de PME plus ou moins disparates. Donc, j'imagine avec des référentiels, des process différents. Ouais, oui. Alors, on a dans ce type d'environnement, ce qu'on a fait, je vais essayer de partager ma fenêtre en même temps. Je pense que c'est celle-ci. Attends une petite seconde, je suis en train de... Hop, fermer ça. Oui, donc en rapport avec le sujet des conglomérats, il y a quelque chose qu'on a fait chez nos clients qui est
déployer un outil qui s'appelle Design Studio. Et cet outil Design Studio, ce qui nous permet de faire, c'est de personnaliser des process en fonction des particularités d'une entité ou d'un pays ou d'un rôle. Donc, en fait, on part sur une trame qui est, on va dire, la référence pour l'entreprise. Et ensuite, on peut la décliner, la personnaliser. Donc, quand on est sur des conglomérats qui ont géré une partie partagée et une partie plus personnalisée, on va pouvoir faire appel à ce type de subtilité pour personnaliser l'environnement de chaque entité. Ça marche. Alors, en rapport avec l'assistant digital, ça, c'est quelque chose qui est important chez nous. On a développé une application qui est complètement intégrée et depuis maintenant 4 ans, on fournit un assistant digital qui est intégré dans l'application et qui a un rapport conversationnel avec l'utilisateur. Donc, on peut y accéder depuis le bureau, comme je le fais à l'instant. On peut y accéder depuis un mobile, puisque tout est développé en mobile first et tout est responsive. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voyez là sur mon écran, vous le verriez exactement de la même façon sur votre mobile, avec le même niveau de sécurité. Pas d'application à télécharger, on y accède directement. On peut converser oralement avec l'assistant digital. On peut s'intégrer avec des applications comme WhatsApp. On peut s'intégrer avec Alexa pour se connecter directement à l'assistant. Et cet assistant, il connaît déjà par défaut une vingtaine de domaines fonctionnels RH pour lesquels il est capable de répondre. Donc, je peux lui demander, par exemple, quelles sont les validations en attente chez moi. Il me dit que j'en ai j'ai trois validations en attente. Il me propose la première dans la liste. Je peux la consulter, l'approuver, la rejeter, passer à la suivante. Je peux, par exemple, accéder à mon répertoire et aller voir les informations de certains collaborateurs. Je peux aller voir, par exemple, je peux aller voir, par exemple, mon responsable RH, qui est la personne, qui est le RH qui est en charge de mon dossier. Je peux aller faire un feedback aussi, par exemple, à quelqu'un qui est dans mon équipe. Donc, un de mes directs. Et par exemple, dire voilà, Jen Jacobs, je vais te remercier pour un feedback, pour une contribution sur lequel tu as travaillé. Et ce type de feedback permanent, c'est quelque chose qui est devenu assez important dans un contexte où on a dans une forme d'organisation agile, mobilisé les collaborateurs de plus en plus sur des projets transverses. Donc, moi, là, par exemple, j'ai pu mobiliser Jen et je vais la remercier pour sa contribution et faire en sorte que sa contribution que mon commentaire soit visible de tous les utilisateurs. C'est surtout important, là, dans une période où on ne voit pas les gens. Alors, ça devient d'autant plus important dans une période où on ne voit pas les gens, dans une période où ils sont amenés à travailler de plus en plus avec d'autres personnes que leur équipe directe. Et d'autres pays. Je pense que, tu vois, quand tu passes ton entretien annuel, si tu as passé 40% de ton année à contribuer sur des projets transverses, c'est indispensable que les résultats de tes contributions sur ce 40% de ton temps soient visibles de ton manager au moment où il va réaliser ton entretien annuel. On en avait parlé ensemble, je crois que chez Oracle, il y a un programme comme ça où tu peux intervenir sur des projets. Oui, tout à fait. Tu peux faire intervenir des personnes de différents pays qui peuvent collaborer sur un projet ouvert. Il y a un système comme ça. Tout à fait. C'est une grande tendance qui s'appelle d'ailleurs, c'est un module en fait qu'on a déployé maintenant dans notre solution qui répond à une grande tendance autour des talent marketplace. Donc nous on l'appelle Opportunity Marketplace dans la solution Oracle. Et Opportunity Marketplace, c'est une plateforme dans laquelle les porteurs de projets peuvent déclarer des besoins, des recherches qu'ils ont, de compétences ou de spécialités, et qui vont permettre aux collaborateurs de se positionner sur ces missions à temps partiel le plus souvent ou sur une durée limitée. Donc, ce n'est pas vraiment un job, hein, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une mobilité interne, c'est un complément de sollicitation. Mais c'est vraiment quelque chose qui est une tendance très, très forte. D'ailleurs, Josh Bersin le cite comme une des 12 grandes tendances de l'année 2021 et qui d'ailleurs nécessite de faire converger des informations des collaborateurs de tout bord. C'est-à-dire que Opportunity Marketplace ne fonctionne
que parce qu'en parallèle, on a un autre environnement que je vais te montrer de suite, qui est en fait le profil des collaborateurs dans lequel on va retrouver toutes leurs informations personnelles. Donc là c'est une espèce de super LinkedIn, mais embarqué dans HCM Cloud. Donc là, on est en interne de la société. On va pouvoir valoriser qui on est, retrouver toute l'information organisationnelle. On retrouve mon RH en charge, des informations à propos de moi, les compétences principales que j'ai. Et puis la grande nouveauté, c'est qu'on a développé tout un volet autour de la reconnaissance de compétences. Et puis évidemment, la déclaration des expériences et puis les feedbacks. Donc tu vois, tout à l'heure, j'ai fait un feedback à quelqu'un. Là, on voit les feedbacks que quelqu'un m'a fait. Caroline demande s'il y a une version française. Tout est en français, on a plein de clients en français. Là, je vous ai présenté ce jeu de démo en anglais parce qu'il est plus riche, on va dire, en contenu et il est totalement anonymisé. Mais tout ce que je vous présente existe en une trentaine de langues. On est présent dans tous les pays, donc voilà, il n'y a pas de limite de langue aujourd'hui dans l'outil. Peut-être qu'on peut passer sur la partie compétences. Ouais. Il y a pas mal de choses qui ont été faites sur la partie compétences et c'est un domaine qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. J'avais une start-up dans le domaine de la gestion des compétences et il y a un des points, on va dire, cœur de la gestion des compétences qui était le nerf de la guerre, qui était la reconnaissance des compétences des collaborateurs et la mise à jour de leur profil. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. C'est un domaine qui, aujourd'hui, est complètement transformé par l'arrivée de l'IA. C'est-à-dire qu'avec l'IA, ici, on va analyser le profil de Marie, les contenus qu'elle a partagés, des textes qui sont présents dans son profil, ou même sur son profil LinkedIn et qu'elle aurait importé. Et on va lui permettre de déclarer 2 types de compétences. Un petit cœur sur les compétences qu'elle aimerait développer et un petit haut-parleur sur les compétences qu'elle détient et qu'elle aimerait promouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez que l'IA, dans l'analyse qu'elle a faite et qu'elle a comparée avec le référentiel de 130 000 compétences qui est embarqué dans cet assistant intelligent, eh bien, elle va nous suggérer des libellés de compétences et qui sont liés soit parce que sur le rôle qu'elle tient actuellement, on estime qu'elle va certainement détenir ce type de compétences, soit parce que d'autres personnes qui lui ressemblent ont des compétences qui sont pas comparables à elle, ou parce que certaines compétences sont très souvent déclarées par d'autres collaborateurs, ou parce qu'on les a trouvées dans des contenus qu'elle a partagés. Et donc là, on voit toute l'importance de pouvoir comparer pas seulement des contenus, mais pouvoir comparer des profils de collaborateurs entre eux. Donc, c'est un point qui, je pense que pour tous ceux qui ont commencé à se poser la question d'utiliser l'IA, c'est un point qui est vraiment cœur. C'est-à-dire que souvent, on focalise sur le domaine fonctionnel qu'on veut traiter, admettons que ce soit autour de la gestion des talents, et on regarde quelle solution technologique peut nous aider uniquement sur la partie gestion des talents. Mais là, ce qu'on voit, c'est que dans le domaine de la gestion des talents, pour reconnaître des compétences, il va être très important de faire appel aux données qui sont issues, elles, du core HR. C'est-à-dire sur quel métier je suis référencé, depuis combien de temps, dans quel pays. Et en fonction de tous ces critères-là, on va pouvoir me comparer à d'autres collaborateurs qui me ressemblent. C'est du matching de compétences, quoi. Alors là, à ce stade-là, c'est de la reconnaissance de compétences. Et juste après, on va pouvoir faire du matching. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en relation les compétences du collaborateur avec les compétences requises dans les métiers. Et là, on va faire du matching. C'est-à-dire qu'on va comparer les 2 profils, identifier le taux de matching et on va lui dire, voilà, si tu bouges sur un profil, un poste de spécialiste marketing, voilà les formations qui sont les plus adaptées par rapport aux compétences qui seront requises pour toi. Roland demande comment sont alimentées ces données. Alors, les données, j'en ai un petit peu parlé au fil de l'eau, mais elles sont alimentées essentiellement par exemple, le profil LinkedIn qui a pu être importé dans la solution HCM Cloud Oracle, par les contenus, les feedbacks qui m'ont été faits, par les contenus des entretiens annuels, enfin, toutes sortes de contenus que vous allez
alimenté dans la solution par chacun des modules, tout ça va enrichir la connaissance qu'on a autour du profil de Marie et ça va suggérer des compétences. Et ça, c'est pour une part. Et la deuxième part, c'est ce qui est suggéré à Marie en fonction de ses similitudes avec d'autres profils ou en fonction du rôle qu'elle tient actuellement. Alors André nous dit, le collaborateur a-t-il la main sur toutes ces datas? Donc là, en l'occurrence, oui, puisqu'il peut directement interagir. Mais est-ce qu'il y a à un moment donné une validation du N+1 pour valider ses compétences? Alors en fait, on a différentes catégories de compétences. Il y a des compétences qui servent qui ont un rôle, on va dire, dans le cadre de l'évaluation. Souvent, quand on est dans ce type de démarche-là, on travaille sur un jeu de compétences qui est relativement réduit. On parle souvent de entre 10 et 20, 25 compétences qui font l'objet d'une évaluation, qui peuvent avoir un impact sur la rémunération ou qui peut être lié à un objectif de progression. Sur ce type de compétences-là, celles que vous avez sous les yeux, sont des compétences qui ont plutôt vocation à permettre d'enrichir les profils des collaborateurs, faciliter des mises en relation de contenu ou de mobilité. On met rarement de processus de validation sur ce process-là, sauf le collaborateur lui-même. C'est-à-dire que c'est là, tout ce que vous voyez là, ce sont des suggestions qui viennent vers l'utilisateur, le collaborateur. Et c'est le collaborateur qui dit oui, c'est pertinent et c'est mon profil, ou non, ça ne l'est pas. Et dans tous les cas, la solution, elle apprend. Parce que si je déclare que non, ces compétences-là ne sont pas les miennes, l'IA s'enrichit. Alors, à la base, André dit, le référentiel est-il lié à l'emploi repère? J'imagine que oui. J'imagine qu'au départ, on a quand même un référentiel de compétences lié directement à ton poste. On est obligé, sur la partie, pour pouvoir faire la partie matching entre les postes et les profils des collaborateurs, on va avoir des compétences qui, elles, sont rattachées à chacun des postes. Ouais, pareil, donc, c'est ce qui va nous permettre de faire la mise en relation. Ce qui te permet aussi de faire toutes les passerelles d'emploi, de mobilité, etc. Exactement. Et alors là, il y a une question, je ne sais pas ce que c'est, de Jérôme qui dit, est-ce qu'on peut faire du mismatching? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, mismatch, ça serait du manquer... alors, peut-être on peut lui demander de préciser ce qu'il a, en tête. Parce que moi, en tête, je dirais mismatch, c'est de manquer ou de se tromper d'allocation. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors, Joker, je ne saurais pas répondre à cette question. Bon, on continue. Alors, un autre domaine peut-être auquel on pense sur la partie automatisation, cette fois-ci beaucoup plus directement lié au confort que peuvent attendre les utilisateurs. En fait, là, on est sur la page d'accueil du portail des utilisateurs et on voit en fait une section suggestions. Donc là, c'est ce qu'on appelle Adaptive Intelligence. Et dans Adaptive Intelligence, l'idée, c'est de se dire, j'ai une IA qui a un historique de ma navigation dans l'application. Donc, elle commence à comprendre comment j'utilise l'outil. Et donc, elle va me faire des suggestions de liens directs sur ma page d'accueil qui sont dépendants du jour de la semaine, qui sont dépendants du mois de l'année, qui sont dépendants de ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors, par exemple, ici, on me dit pourquoi est-ce que je vois ces suggestions? Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui vont dans la zone learning. Donc là, par exemple, chez Oracle, on vient de démarrer notre nouvelle année fiscale. Il y a beaucoup de formations liées au début d'année. Donc, voilà, on va avoir, par exemple, un lien vers la formation. On en a d'autres, par exemple, le HR dashboard. J'ai fait ça, j'ai accédé en fait à ce dashboard la semaine dernière et donc on va me le suggérer dès maintenant. Donc là, on est clairement directement lié à utiliser le profil, utiliser l'historique de navigation pour ajouter du confort dans la navigation et dans l'expérience utilisateur. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est juste pour faciliter. Alors, si on va dans le learning, vous allez trouver quelque chose d'assez comparable, puisqu'on va trouver cette fois-ci l'accès, par exemple, aux modules de formation qui sont suggérés en fonction de mon profil. Et donc là, vous voyez qu'on voit des formations qui m'ont été suggérées en rapport avec les compétences que j'ai déclarées comme étant intéressantes pour moi. J'aurais pu chercher celles qui étaient liées à mon profil.
celles qui étaient en cours ou celles qui sont obligatoires pour moi. Donc là, on voit bien que toute la navigation dans l'application, elle est désormais créée dans une logique très centrée sur l'utilisateur et sur son confort. Il y a beaucoup de suggestions, on va dire, par défaut. Alors, c'est pas automatique, hein. J'imagine que tu choisis pas une formation et tu pars en formation automatiquement. Ça t'offre un parcours qui nécessitera une validation. Alors, ça dépend des formations. Il y a des formations qui ont un coût et tu peux passer par un process de validation, évidemment. Et puis, il y a des formations qui sont en self-service, et ce qui permet aux collaborateurs de directement accéder à des contenus, de travailler à son développement personnel. Tu peux aussi avoir l'autre approche, c'est-à-dire tu peux avoir un manager qui est sur une thématique qui est importante dans son équipe, et le manager va pouvoir assigner directement à des collaborateurs de son équipe des formations qu'il a jugées indispensables. Et il va pouvoir suivre la réalisation de ces formations. C'est aussi intéressant pour la fonction RH qui peut pousser et mettre en avant certains types de formations. Certains types de formations, tu vois, par exemple, on a eu le cas il y a quelques mois avec les postiers de la Banque postale italienne qui venaient juste de déployer l'outil. Ils se sont retrouvés dans un contexte où ils devaient continuer d'assurer la distribution du courrier, mais avec de nouvelles contraintes sanitaires et donc de nouveaux gestes à mettre en œuvre pour distribuer le courrier. Ils ont dû en fait suivre ces formations qui ont été poussées par les RH directement sur le système et qui ont été accessibles sur leur mobile pour se former. Alors, c'était des modules d'1 heure. Et là, on a fait le bilan à la fin de à la fin de l'année dernière, ils ont suivi 3 millions d'heures de formation sur la plateforme. Donc, tu vois, pour une entité qui fait 120 ou 130 000 collaborateurs. Donc, clairement, il y a une partie, adaptation en instantané de l'organisation qui peut vraiment être facilitée par ce type de fonctionnement où on peut choisir les contenus qu'on pousse vers certains types d'utilisateurs, soit automatiquement, soit manuellement par le RH ou le manager. Ça marche. Et un autre domaine, en fait, tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure du retour dans l'environnement de travail et de la complexité pour les RH pour synchroniser différentes entités, la RH, l'IT, le juridique, les moyens généraux, etc. Ça, c'est un problème qu'on rencontrait de plus en plus dans nos solutions pour accompagner le collaborateur dans un moment clé. Alors, le premier sujet auquel on pense, évidemment, c'est le onboarding. C'est-à-dire tu viens d'être recruté, tu rentres dans l'organisation, tu vas suivre ton onboarding et tu es guidé pas à pas. Mais en fait, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si c'est pas le onboarding, mais c'est par exemple le retour dans l'environnement de travail tel qu'on le vit actuellement. Là, pour ça, en fait, on a conçu un outil qu'on appelle Journeys. Et Journeys, il a cette vocation d'accompagner les collaborateurs pendant des moments clés de leur vie. Donc, soit parce que tu vas changer de job ou parce que tu viens de te marier, parce que tu retournes sur ton lieu de travail. Et ce module, il a été conçu pour accompagner le collaborateur étape par étape et d'une façon qui est très centrée sur lui. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas d'aller... c'est pas l'utilisateur de se dire « Tiens, je retourne sur l'environnement de travail, il faudrait peut-être que j'aille dans le module Health and Safety pour regarder s'il y a des nouvelles consignes. » En fait, ce que tu fais, c'est que tu rentres directement dans cette étape clé et tu es guidé étape par étape sur chacune des actions que tu dois réaliser. Donc, revoir les instructions, peut-être passer un test, faire un check sur ta santé aujourd'hui, etc., etc. Et toutes ces étapes-là, elles peuvent être réalisées dans différents modules de l'application Oracle ou dans des modules ou des solutions tierces avec lesquelles on est connecté. Donc, en fait, on a une marketplace de solutions tierces qui sont connectées à notre outil, mais pour le collaborateur, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que lui, il est complètement centré sur l'expérience de son
du moment clé qu'il est en train de vivre. Et en fait, nous, on le guide à chaque étape. Alors, tu le vois bien, par exemple, sur le développement de carrière. Là, tu as un petit message d'accueil de la DRH ou du CEO qui explique l'importance qu'il voit sur ce sujet-là. On te demande de mettre à jour, par exemple, tes informations liées à ta gestion de carrière. Et là, ça pointe vers le module carrière. On te demande, par exemple, de renseigner si tu souhaites mentorer ou être mentoré dans ton profil. Et ça se fait dans la zone check-in manager, donc plutôt dans l'outil performance. Donc, ce qui est intéressant, c'est la transversalité en fait, de cette approche. Et là encore, tu vois, par rapport à ce qu'on évoquait au début, il y a un enjeu qui est de connecter les différents outils RH ensemble, soit par défaut parce qu'ils sont dans la même suite intégrée, soit parce qu'ils font partie d'une marketplace et qu'on va pouvoir aller piocher dedans. Bon, l'idée, c'est effectivement que le collaborateur n'ait pas à chercher à se connecter dans différents outils et donc finalement à avoir lui-même la maîtrise du process. Là, on ne lui demande pas de maîtriser le process, on lui propose un enchaînement, une sorte de checklist qui va l'amener à réaliser un process ou une action en étant complètement guidé automatiquement. J'imagine que quand tu passes d'une appli à une autre, tu n'es pas sans cesse en train de te déconnecter, reconnecter. Alors, si c'est bien fait, que c'est intégré, comme je disais, dans le cadre des marketplaces, en principe, il y a un single sign-on qui suit et justement, en tant qu'utilisateur, ça te facilite l'accès au bon endroit pour réaliser la bonne action. Effectivement, tu es guidé. Et comme tu disais, ça t'évite d'avoir à apprendre quel est le process et de risquer même d'oublier des étapes. Ça simplifie aussi la vie des RH pour mettre à jour ces process-là, parce qu'ils sont souvent évolutifs. Et puis, ça sert aussi pour le HR Helpdesk. C'est-à-dire que ton équipe HR Helpdesk, quand elle reçoit un ticket sur un collaborateur qui dit lundi prochain, on me demande de revenir dans les locaux, je ne suis pas certain que mon badge soit toujours à jour, ou est-ce que je dois venir avec un masque ou pas, etc. Ton HR Helpdesk va pouvoir immédiatement assigner ce parcours retour au bureau à la personne en question et donc rerouter des personnes qui recherchaient l'information sur la source d'information à jour. Et chaque étape réalisée sera, tu as une petite checkbox qui apparaît à chaque fois que tu as réalisé tes actions. Donc tu vois, tu vas pouvoir suivre de façon très intuitive la bonne réalisation des parcours. Alors on peut imaginer, là, c'est effectivement la fonction RH qui crée des parcours, mais ça pourrait être le manager directement, ça pourrait être les services généraux, ça pourrait être le CE qui souhaite collecter des infos ou mettre en place des procédures. Ce n'est pas uniquement ouvert au RH. Après, c'est sûr qu'une fois que tu centralises toutes ces informations-là, tu peux avoir envie de créer une multitude de parcours. Le parcours du nouvel arrivant dans une équipe, le parcours de préparation avant l'entretien annuel, le parcours. Enfin voilà, tu peux multiplier les parcours. Tu peux, par exemple, quand tu vas te marier, tu peux avoir plein de choses à faire. Tu peux avoir à mettre à jour tes données de gestion administrative, tes avantages sociaux. Tu peux avoir une multitude d'informations à saisir ou des services dont tu peux bénéficier, y compris auprès du CE. Et donc oui, ce sont des choses que tu peux centraliser. Ça marche. Alors vous pouvez retrouver l'article qu'on a diffusé sur MyRHline qui fait référence à cette nouvelle fonctionnalité proposée par Oracle. Et puis la dernière grande catégorie où on peut imaginer voir beaucoup de choses en termes d'automatisation, c'est le reporting. Si on jette un petit coup d'œil à... donc là, c'est mon reporting HR Helpdesk. Pardon. Donc, dans le domaine du reporting, il y a un premier environnement dans lequel on a fait pas mal de choses, c'est l'analyse de sentiments. Donc l'analyse de sentiments, en fait, c'est un outil qu'on a récupéré de nos équipes marketing qui utilisent ce type de solution depuis bien longtemps. Ça vise en fait à exploiter des informations en texte libre
donc par exemple issu d'une étude d'engagement, pour identifier de façon automatisée les grands thèmes les plus fréquents, leur fréquence. Alors là, plus ils sont fréquents, plus ils sont écrits en gros, et puis d'analyser l'orientation des retours, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt sur une orientation positive ou négative ou neutre. Donc là, quand on est sur, par exemple, diversité, on est sur un thème qui revient de façon très fréquente, en rouge, donc avec des connotations plutôt négatives. Et quand on va cliquer dessus, on va voir les verbatims issus des retours des collaborateurs qui sont listés ici. Donc là, clairement, avec ce type d'automatisation, on ouvre un champ nouveau d'exploitation instantanée d'informations qui, la plupart du temps, étaient, on va dire, lues sur un petit périmètre et difficilement exploitables de façon instantanée. Si tu déploies ça auprès de 5000 collaborateurs, le temps que le RH lise les réponses une à une, de toute façon, il n'arrivera jamais à avoir cette synthèse. Alors, tu l'obtiens, voilà, il n'a pas cette synthèse-là. Et puis, tu as un autre effet aussi qui est que bien souvent, le cabinet qui va te réaliser l'étude va te fournir une analyse au niveau global. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui se passe sur l'équipe région parisienne, qu'est-ce qui se passe sur l'équipe sud-ouest, ou voilà, de regarder différentes zones géographiques ou différents métiers et de se poser la question de est-ce que la nature des feedbacks qui sont faits dans cette étude change d'une équipe à une autre, ou d'un département ou d'une entité à une autre. Et donc, cette analyse par géographie ou par sous-groupe, tu ne peux pas la faire manuellement à chaque sous-groupe de personnes que tu vas analyser. Donc là, l'outil est d'une aide vraiment appréciable pour cette instantanéité. Ça, c'est pour le reporting. Et puis, il y a un deuxième environnement dans lequel on a largement automatisé les choses avec le reporting. C'est ce qu'on appelle la narration automatique. Donc là, j'ai des graphiques, on va dire, relativement classiques de supervision de mes effectifs par genre, par tranche d'âge, par département. J'ai quelques KPI un peu clés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout le texte qui est ici à droite, c'est un texte qui a été généré automatiquement par la solution. C'est-à-dire qu'elle observe les différents graphiques qui sont représentés. Elle ne fait aucune analyse ou elle n'émet aucune sorte de recommandation, mais elle écrit en langage naturel la lecture que l'on ferait du graphe en étant complètement objectif. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est évidemment, il n'y a pas d'erreur. Il y a un temps gagné qui est relativement important. Et puis surtout, ça nous permet à nous, en tant qu'analystes, de nous consacrer à la signification de cette situation. S'assurer aussi que quand on va communiquer ces graphes à des managers ou à des équipes tierces, la compréhension ou l'analyse qui sera faite à la lecture des graphes sera la même que nous. Parce que combien de fois on a reçu des reportings dont on interprétait mal la construction. Donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment très, très pré-mâché. Pour ceux qui sont sportifs ou qui boursicotent, les outils de bourse et les outils de commentaires des matchs sportifs sont déjà des outils automatisés, pour la plupart. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, il y a des questions. Natacha dit pour le reporting. Je ne comprends pas la question. Tu vas peut-être comprendre mieux que moi, toi. Ces capabilities sont disponibles de OTBI ou de Analytics?
Oui, effectivement. Donc, OTBI, alors là, on est sur quelqu'un qui est un spécialiste d'Oracle parce que ce sont des acronymes que je n'utilise pas à l'extérieur d'Oracle ou en dehors de chez nos clients. Aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles dans nos outils data visualisation et Fusion Analytics Warehouse, donc les solutions les plus avancées d'analytique Oracle, effectivement. Il y a Leïla qui demande si on peut intégrer ses propres référentiels à l'application. Je ne sais pas de quel référentiel vous parlez, mais j'imagine que oui. Oui, chez chacun de nos clients, aujourd'hui, on utilise les référentiels propres aux organisations de nos clients, référentiels de métier, référentiels de compétences, référentiels d'organisation. On a parfois même en amont de ces référentiels des outils pour transposer les référentiels et les agréger en un seul, puisque évidemment, il y a des organisations dans lesquelles la solution est mise en place en mode ce qu'on appelle master, c'est-à-dire que les données sont saisies en premier lieu chez Oracle avant d'être diffusées dans des systèmes tiers. Mais on a aussi des modes d'implémentation qu'on appelle esclaves, dans lesquels on est réceptionnaire des infos consolidées qui viennent de différents outils. Et à ce moment-là, on transpose les informations qui viennent de divers systèmes paye ou des core HR externes pour les unifier. Donc à ce moment-là, on va réceptionner les référentiels des autres solutions. Alors, les deux types d'approches sont rencontrés aujourd'hui, même si on voit qu'il y a une tendance à aller de plus en plus vers un core HR maître unifié, même si la transition de l'un à l'autre, de l'approche esclave vers l'approche maître, est de plus en plus est quelque chose de sensible dans un projet de transformation. Alors, je vois qu'on a des questions qui arrivent. Une question de Caroline qui dit « Je reviens un peu en arrière. Si j'ai bien compris, la plateforme peut être utilisée pour du recrutement, mais uniquement en interne des entreprises. » C'est-à-dire, Caroline. Non, les deux. Alors, c'est vrai que là, j'ai parlé, dans l'exemple que j'ai donné, je me suis beaucoup focalisé sur, j'ai parlé de l'Opportunity Marketplace, qui était une forme de mobilité interne sur des missions courtes. Les Américains appellent ça des gigs, donc c'est des allocations court terme. Mais bien sûr qu'on gère des volumétries de recrutement même très importants, de recrutement externe. On a développé un module qui couvre non seulement le recrutement, mais le onboarding, connecté avec LinkedIn. On peut postuler directement depuis le mobile. Et puis, on fait surtout du nurturing candidat, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer des contenus ciblés sur des profils de candidats ou de futurs candidats, en les alimentant régulièrement avec les informations qui vont leur donner envie de vous rejoindre dans les prochaines semaines. Donc on recrute et on gère le recrutement en fait chez des très grands comptes, chez des sociétés aujourd'hui comme Marriott. On gère des volumétries de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs par an recrutés au travers de nos systèmes, donc plusieurs centaines de milliers de candidatures. Donc voilà, le module recrutement est un module intégré à la suite. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi la continuité du recrutement vers le onboarding et vers la création du profil du pré-embauché. C'est-à-dire que l'intérêt, on va dire, d'aller vers une suite intégrée, c'est que votre gestionnaire administratif va démarrer un dossier sur la base des informations qui ont été fournies dans la phase de recrutement. Donc, on ne perd pas les informations issues de la phase de recrutement. On ne les ressaisit pas. On ne les ressaisit pas, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées. Il y avait des questions sur le reporting, à savoir si tout ce qui était narration automatique était adapté à toute la suite ou seulement une partie, en fait. Ouais, alors là, en fait, c'est une question qui est intéressante parce que, en fait, en arrière-plan, la question qui commence à se poser, c'est
si j'ai un cœur applicatif intégré comme celui d'Oracle, comment est-ce que j'obtiens un niveau de confort global de l'ensemble de mon SIRH intégré en comptant toutes les adjonctions qui sont autour. C'était un petit peu le sujet déjà avec Journeys. Quand je vous ai présenté Journeys, la question qui se pose, c'est comment je fournis un confort global avec une application qui est composite, on va dire. Et ben, là, en fait, sur ce type de sujet autour du reporting, j'ai parlé tout à l'heure de Fusion Analytics Warehouse. Donc, c'est une des nouvelles offres d'Oracle en matière de reporting. On a conçu un data warehouse RH, donc préconfiguré, qui absorbe naturellement toutes les données qui viennent de HCM Cloud dans lequel on a navigué là, dans les minutes qui précédaient, mais qui peut aussi absorber des données qui viennent de systèmes tiers, dont votre système de paye ou votre système de gestion des temps. Alors nous, on a un module de gestion des temps hein, qui est intégré dans l'application, mais on peut très bien accueillir des données tierces et les agréger entre elles. Oui, donc là, ça répond à la question d'Élodie sur la production de la BDES, par exemple. Oui, c'est vrai que ça pourrait aussi servir pour ce type d'usage-là. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'était la dernière question de la liste. Non, je pense que c'était la dernière. Ouais, pour l'intégration des données, on peut traiter, on va dire la belle intégration, c'est avec des web services. Donc, on a des API disponibles sur chacun de nos modules fonctionnels de gestion de talent, formation et autres, qui permettent à des solutions tierces de se connecter à nous. Aujourd'hui, on a 220 sociétés qui font partie de notre marketplace et qui viennent se connecter à notre application. Donc, ça sert beaucoup, par exemple, dans le domaine du recrutement, pour la publication des annonces vers les job boards, ça sert toute la partie background checking et autres. Enfin, dans le domaine du recrutement, il y a beaucoup d'intégration, mais c'est valable aussi autour de la formation, de la gestion des talents. Et puis, on s'intègre avec des fichiers batch aussi. Voilà, donc toutes sortes d'intégrations sont possibles en fonction de la nature des données qu'on veut partager. Oui, donc juste simplement, on a parlé des petites organisations et un petit feedback aussi de grandes organisations. J'ai mis le lien là sur une société qui nous a choisi tout récemment. Donc c'est la Deutsche Bahn, donc la SNCF allemande, qui lance un grand projet qui s'appelle Strong Rail. Et la raison pour laquelle je voulais le partager avec vous, c'est d'une part, c'est un projet qui est très ambitieux sur 210 000 collaborateurs dans le monde. Donc, c'est un projet important. Mais pour moi, c'est un des premiers projets où on a vu un client se tourner très résolument vers deux objectifs principaux dans la mise en œuvre de son projet. Une partie autour de la recherche d'une expérience employée qui soit ultra moderne, mais de l'autre côté, de façon assumée, une volonté forte d'obtenir un niveau de mettre en place un niveau d'automatisation qui soit important pour que les RH puissent vraiment se focaliser sur l'analyse des informations, sur la mise en place de la politique RH, sur de la planification ou de l'accompagnement des managers, mais en tout cas beaucoup moins sur de la consolidation de fichiers Excel. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de voir que cette tendance émerge d'assumer pleinement le fait que la technologie, ça permet de répondre à ces deux enjeux-là, expérience d'un côté et productivité RH de l'autre. Bah tiens, ça tombe bien, Roland demande quel est le temps moyen d'intégration d'un nouveau client. Bah, j'imagine que ça dépend de... C'est de plus en plus rapide. Je suis assez stupéfait de ça. On voit en quelques semaines, c'est-à-dire en fait aujourd'hui, en fait, on parle plus d'années, on parle de semaines pour mettre en place un projet. Sur la partie, par exemple, mise en place de la gestion des talents et de la formation, tout à l'heure, je vous parlais de la banque postale italienne. Ils ont démarré en septembre 2019. En février 2020, ils étaient live sur toute la partie talent formation accessible par plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs.
De la même façon, on a des clients comme Sodial ou Saventia qui ont démarré leur projet en pleine pandémie et ils ont réalisé leur projet à distance avec notre partenaire Système et des Hommes avec des ateliers de mise en œuvre où on démarre, on voit la solution, on fait une première round de configuration, on revoit une deuxième fois, une troisième fois et c'est validé et on a déjà commencé quelque part la transmission de la formation par le biais de ces ateliers. Et donc, en une affaire de semaines, on est opérationnel. Et l'autre point qui est notable, c'est qu'une fois que cette plateforme elle est en place, mettre en place, par exemple, un assistant digital, c'est entre 3 et 4 semaines. On a un de nos clients qui est un éditeur de presse qui a mis en place un assistant digital comme celui que je vous ai présenté, mais configuré pour répondre spécifiquement aux problématiques Covid dans leur organisation. Et ils ont mis en place en 4 semaines. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Alors, c'est conditionné par notamment la question d'André. Hein. Quel est le projet idéal du côté client? Ouais, je pense que du côté client, tout le monde court après le business process owner, c'est-à-dire la personne qui est capable de représenter les utilisateurs et de s'exprimer en leur nom sur ce qu'ils voudraient voir dans l'application. Et idéalement, il faut que cette équipe qui participe du côté du client soit aussi dans une situation où elle peut réceptionner les idées qui viennent de l'intégrateur et de ce qui existe déjà dans l'outil. Parce que l'idée, c'est plutôt d'adopter le fonctionnement naturel de l'outil, puisqu'il n'y a pas d'opportunité de faire des développements spécifiques. Donc, le plus on peut rester dans le fonctionnement de l'outil, le mieux. Donc, côté client, je dirais il faut une équipe qui ait cette capacité-là, quelqu'un qui représente l'IT, parce qu'il y a toujours des problématiques d'intégration et d'absorption de fichiers, de connexion avec des outils tiers, et là, il faut bien les avoir en tête. Puis, il y a un sujet qui est très important, qu'on démarre souvent beaucoup trop tard, qui est le sujet de l'adoption. Donc, c'est un thème sur lequel on met beaucoup d'efforts pour accompagner nos clients. Donc, ce thème de l'adoption, bien souvent, en fait, ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est plutôt des clients qui démarrent le sujet de l'adoption dès la phase de sélection. C'est-à-dire que impliquer un maximum de décideurs dans la phase amont pour qu'ils aient participé au choix de l'éditeur avec lequel on va travailler, bien communiquer sur les raisons du choix qui a été fait, réaliser un kick-off qui embarque tous les utilisateurs avec une promesse de ce qui va être livré. Ce sont des sujets importants. Nous, on a par exemple, dans ce cadre-là, on a développé deux outils gamifiés, donc un outil qui s'appelle le Mobile Challenge et un Escape Game RH qui permettent à nos clients, dans cette phase-là, de jouer avec leurs futurs utilisateurs, employés, managers ou RH, et de leur faire découvrir l'application en format mobile, mais avec un jeu d'une façon qui est très... qui embarque les utilisateurs. Et donc ça, c'est des points gagnés après en termes d'adhésion pour les gestionnaires du projet, parce que vos managers, vos directeurs savent à quoi s'attendre. Oui, je t'ai mis ça aussi, puis je pense que ça sera le dernier, peut-être l'avant-dernier slide que je voudrais partager. C'était un feedback sur combien ça fait gagner de mettre en place un chatbot ou un assistant digital. Donc là, on avait l'exemple de cette société qui est un de nos clients dans le domaine de la construction, 44 000 employés dans le monde. Donc, ils ont mis en place un self-service équipé avec un assistant digital et pour servir leur HR helpdesk. Et le feedback qu'ils nous font, c'est que leur estimation, c'est un retour sur investissement à 1 an et demi. Et on estime en moyenne sur les projets qu'on a réalisés qu'on a un gain de productivité de l'ordre de 9% avec la mise en place des chatbots. Sur l'exemple de l'éditeur de presse dont je parlais, il y a 91% des conversations qui sont lancées par le biais du chatbot qui sont résolues avec une réponse considérée satisfaisante. Donc on peut estimer 91% de conversations prises en charge de façon satisfaisante. Et si on saute le slide d'après, qu'on va sur sur celui-là. Donc ce dont je voulais vous parler finalement aujourd'hui, ce qu'on a traité, c'est ta conclusion. C'est ma conclusion.
c'est qu'il y a plusieurs stades de maturité de solutions SIRH telles qu'on peut l'avoir dans notre environnement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des solutions RH qui sont fragmentées, basées sur des best-of-breed, sur des solutions éparses, et souvent avec une partie de on-premise, sont des solutions qui requièrent énormément de manipulation de données. Donc, elles nous accaparent du temps, elles nous ramènent vers des tâches type consolidation de fichiers Excel. Les suites RH intégrées, elles ont un bénéfice, c'est de limiter les connexions entre les différents modules. Donc, on minimise un peu la partie manipulation de données. On peut plus analyser de façon transverse. Et en fait, l'intégration de l'IA et du machine learning, ça permet de consommer en fait cette donnée qui est rassemblée dans un seul endroit, qui est accessible, qui est comparable, et donc de focaliser beaucoup plus de temps RH sur de la prise d'action. Donc voilà un petit peu ce que je voulais mettre en exergue aujourd'hui. Garder en tête que même si on a vu beaucoup de choses un peu techniques ou qui ont l'air très avancées, tous les projets qu'on réalise chez nos clients sont des projets qui sont réalisés module par module d'une façon très souple. Donc, chacun choisit sa trajectoire, démarre petit à petit et réalise son projet, pas en un bloc, mais à un rythme adéquat. C'est important ce que tu dis, effectivement, cette notion de consommation de la donnée. Parce qu'on a vu quand même pendant de nombreuses années des RH s'entêter à faire des entretiens, des évaluations, à stocker ça, et puis à être dans l'incapacité, notamment de traiter toute la partie rédactionnelle, commentaires, etc. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont automatisables. Automatisables et du coup restituables. C'est-à-dire que de l'autre côté, tu as des managers qui attendent cette restitution. C'est-à-dire qu'ils l'ont fourni, ils l'ont alimenté, ils ont joué le jeu avec leurs collaborateurs et en retour, on leur permet de le consommer. Ça marche. Merci Sylvain. Merci à vous, c'était un grand plaisir. À bientôt. Merci. Enfin, il y a mercredi midi pour la démo de Florent. Exactement, vous pouvez vous inscrire encore. Je vous souhaite une très bonne semaine et une bonne fin de journée. Merci beaucoup. À vous. À bientôt. Bonne journée et le replay sur MyRHline dès demain. Salut Sylvain. Salut.